Vladimir Poutine qui accueille en grande pompe ses alliés africains à Saint-Pétersbourg entre aujourd'hui et demain. Grande opération de séduction, vous allez voir, il va même jusqu'à promettre des milliers de tonnes de céréales gratuites. On commence d'abord sur le sujet Saint-Pétersbourg et l'Afrique, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors d'abord, une question qui se pose malgré tout en filigrane, c'est est-ce qu'il y a une perte d'influence de Vladimir Poutine en Afrique ? Eh bien, pour pouvoir y répondre, direction Saint-Pétersbourg, où se tient depuis ce matin le sommet Russie-Afrique. Ce qui est intéressant, c'est d'observer ceux qui ont répondu présents. En 2019, lors de la première édition de ce sommet, 54 pays africains avaient envoyé des délégations, dont 45 chefs d'État. Vladimir Poutine, vous le voyez, était effectivement très entouré sur la traditionnelle photo de famille. Cette fois, il ne devrait y avoir que 49 délégations et 17 chefs d'État tout au plus, parce qu'on ne connaît pas la liste exacte ou parce que le Kremlin n'a pas souhaité la donner. Citons-en quelques-uns néanmoins dont la présence est certaine. Tous ont su afficher leur amitié à Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. L'Égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Sénégalais Macky Sall, qui est aussi le président de l'Union africaine, mais aussi le président centrafricain, le président malien et le capitaine burkinabé qui est au pouvoir. D'autres font figure d'absents, notamment le président du Bénin, Patrice Talon, et le président ivoirien ne sont pas de la partie. Alors Vladimir Poutine a-t-il perdu de son influence auprès des dirigeants africains ? Une chose est sûre, il sera effectivement bien moins entouré pour cette deuxième édition. En plus de cela, rappelons qu'il ne se rendra pas en Afrique du Sud en août pour le sommet des BRICS, du fait du mandat de la Cour pénale internationale à son encontre. Pas de quoi donc resserrer les liens avec ses homologues africains. Perdre de l'influence en Afrique, Vladimir Poutine fait tout pour que cela n'arrive pas. Pour tenter d'y remédier, il vient d'annoncer lors du sommet que les médias russes vont davantage s'implanter en Afrique. Russia Today et l'agence de presse officielle TASS notamment. Alors, quels sont les dossiers chauds qu'ils vont évoquer ? Eh bien, les céréales, très clairement. Regardez, cette nuit encore, la Russie a procédé à de nouvelles frappes contre le port ukrainien d'Odessa. C'est quasi quotidien depuis que la Russie s'est retirée de l'accord céréalier la semaine dernière. Moscou veut détruire les stocks et les infrastructures ukrainiennes pour bloquer définitivement les exportations de Kiev. Sauf que c'est l'une des grandes inquiétudes des dirigeants africains. Les problèmes d'approvisionnement pour l'Afrique, les hausses de prix, les risques de pénurie. Eh bien, pour tenter de rassurer et de préserver les relations avec ses alliés, Poutine a fait une promesse en ouverture du sommet. Écoutez-le. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республики, Эритреи. Vladimir Poutine qui a aussi affirmé que la Russie était un producteur, je cite, solide et responsable, en capacité donc d'alimenter le continent africain. Bon, et puis l'autre incertitude concerne cette fois-ci la sécurité, l'avenir de Wagner en Afrique. Où en est la milice russe là-bas ? Bien, regardez cette carte. La milice est présente pour sûr dans 6 pays africains. Le Mali, où elle est d'ailleurs le principal soutien de la junte qui a pris le pouvoir l'année dernière, mais aussi la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Mozambique et Madagascar. Et on a des indices de sa présence au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Zimbabwe. Alors, quelles sont les raisons de cette présence ? Eh bien, on ne le sait pas toujours. Mais en tout cas, en République centrafricaine, la milice a en quelque sorte été appelée pour prendre la place des Français de l'opération Sangaris. Au Soudan, en République centrafricaine et au Mali, les raisons de sa présence sont aussi économiques. L'exploitation des ressources minières, les diamants, l'or ou encore l'uranium. Mais depuis la tentative de putsch de Prigojine le 24 juin, certaines choses ont changé pour les chefs d'État africains, habitués des coups d'État et qui les redoutent plus que tout. Voir Prigojine capable de défier son propre président est une preuve à leurs yeux qu'il faut se méfier de lui. Depuis ce fameux putsch avorté, plusieurs centaines de miliciens ont été repérés quittant la République centrafricaine. Des observateurs annonçaient alors le départ de Wagner. Mais depuis, d'autres sont revenus au même nombre. Ces mouvements de troupes n'étaient-ils qu'une simple rotation ? Impossible de trancher, mais en tout cas, le service communication de la milice affirme que ces hommes
sont là pour rester. Merci Justine. Vous restez dans les parages parce qu'on va parler de Niger dans quelques minutes. Mais on s'arrête un instant, Benjamin Roger, déjà pour comprendre ces grands enjeux, notamment sur les céréales. Alors, la déclaration de Vladimir Poutine est très impressionnante. Il va livrer des dizaines de milliers de tonnes de céréales gratuitement. Est-ce que ça signe une forme de malaise? C'est quand même lui qui est à l'origine du retrait russe de cet accord sur les céréales, ou au contraire, il poursuit une forme d'opération séduction permanente avec l'Afrique? Il continue son opération séduction. Enfin, c'est surtout que là, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il est quand même en difficulté. Il est isolé. Les Occidentaux font tout pour sanctionner la Russie, et donc Vladimir Poutine est en quête de soutien ailleurs, et notamment du coup en Afrique. Et donc tout l'objectif pour lui d'organiser ce sommet aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, c'est d'essayer justement de montrer que malgré tout ce que peuvent dire les Occidentaux, il reste un chef d'État important, influent, fréquentable, qui va les aider. Qui va les aider et sur lequel comptent des pays, et notamment en Afrique. Oui. Alors, il y a 2,5 fois moins, schématiquement, de présidents qui sont présents par rapport à 2019. Il y a 17 présidents. Il a commencé à en rencontrer un certain nombre en bilatéral. Est-ce que ça signe une méfiance, en tout cas chez certains pays qui ont écouté aussi ce que les Occidentaux leur disaient, n'allez pas à Saint-Pétersbourg? Clairement, les Américains et les Français aussi ont fait pression. D'ailleurs, le Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'en est ouvertement plaint il y a 2 jours. Il y a clairement eu des pressions des Américains et des Français qui ont fait comprendre à leurs partenaires africains que se rendre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, rencontrer Vladimir Poutine dans le contexte actuel, 1 an et demi après le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'était un marqueur, comme nous le confiait un diplomate français. Et donc, ils ont tout fait pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde présent à ce sommet. Alors, avant de poursuivre le débat et de vous laisser à chacun la parole, évidemment, la question de la sécurité est très importante. Qu'ont pensé la plupart des chefs d'État africains lorsqu'ils ont vu Prigojine, Wagner, ils ont l'habitude de Wagner dans un certain nombre de pays, tenir tête, se rebeller contre Vladimir Poutine? La plupart ont observé ça avec attention, comme partout ailleurs, comme tous les autres dirigeants du monde. Ceux qui ont vraiment scruté ça de près, avec une certaine forme d'inquiétude, on peut le dire, c'est surtout les dirigeants des pays dans lesquels Wagner est déployé, très présent, et en particulier la Centrafrique et le Mali, dont les dirigeants ont fait appel à Wagner pour sécuriser leur régime. Et donc les choses, au moment où la rébellion au moment où Prigojine déclenche sa rébellion et finalement loupe son coup, tout le monde alors spécule sur l'avenir de Wagner en Afrique, et donc évidemment que ce soit à Bangui ou à Bamako, on a eu un peu des sueurs froides sur l'avenir du groupe et sur est-ce que le groupe Wagner et ses mercenaires allaient quitter ou non Bangui et Bamako. Oui, donc le moment est bien choisi, Général Trinquant, aussi pour rassurer sans doute ces chefs d'État africains qui sont là, ou ces délégations, puisqu'il n'y a pas que des chefs d'État, il y en a 17 sur 49 délégations. C'est aussi une façon de dire ne vous inquiétez pas, je suis en place et tout va bien. Oui, alors il y a 2 choses à voir. Effectivement, les Américains et les Français ont fait beaucoup de pression pour qu'un certain nombre de chefs d'État n'y aillent pas, et ils ont réussi, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de chefs d'État qu'il n'y en avait. Donc c'est manœuvre réussie, premier point. Deuxième point, les Africains veulent quand même être présents, parce que d'une certaine façon, ils répondent à l'appel du président Poutine qui date du mois de septembre l'année dernière, dans laquelle la guerre en Ukraine c'est une chose, mais le changement de l'ordre mondial c'en est une autre. Et l'Afrique doit avoir sa place dans ce changement de l'ordre du monde. Il a beaucoup insisté sur les multi-alignés ou les non-alignés. Ouais. Si vous voulez ça, il faudrait remonter à 2007 et au discours de Munich, qui était... Mais à l'époque, on n'y a pas fait attention. Tandis que quand il était à Saint-Pétersbourg au mois de septembre, dans la salle Saint-Georges, là, on y a fait beaucoup plus attention. Où il s'est attaqué à l'unilatéralisme américain, donc pour prôner un multilatéralisme, et il allait même plus loin puisqu'il parlait des sociétés.
et il attaquait en particulier nos sociétés occidentales sur LGBT, woke et compagnie. Donc, et ça, c'est pas mal écouté en Afrique. Hein. Donc, je crois que là, les Africains qui sont présents au sommet, à la fois, ils veulent pas trop se mouiller. Pour ça qu'il y a que 17 chefs d'État, parce que ceux-là, ils sont complètement mouillés. Hein. Quand oui, vous avez, c'est les alliés classiques. Voilà, hein, ceux-là, il n'y a pas de... Mais, voilà. Et puis, sur le point qui a été évoqué à propos des chefs d'État à la Centrafrique qui s'inquiétaient, ça me rappelle une conversation que j'ai eue là-bas, hein, en disant, mais est-ce que vous pensez si quelqu'un les paye plus que vous, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des mercenaires. Et donc, au bout du compte, ils iront au plus offrant. Alors, les yeux un peu effarés en me disant, vous pensez que c'est vrai? Je dis, oui, c'est comme ça que ça se passera. Donc, voilà où on en est en ce moment, à ce sommet. Et évidemment que les Russes vont pas dire, on n'arrive pas à avoir la liste exacte. Hein. Non. Mais non, les Russes pas. ont dit, c'est fantastique, il y a tout le monde, c'est génial, mais ils n'arriveront pas à le donner. Mais je pense qu'il faut voir aussi le regard africain, qui est, écoutez, nous, on a nos intérêts, et on va voir si ça nous intéresse, et s'il y a des choses qu'on peut ramener de ce type de sommet. Christian Macarian. Il y a tout de même un élément assez fort qui ne joue pas en faveur de Vladimir Poutine cette fois-ci, c'est ce qui s'est passé le 24 juin avec la rébellion de Wagner. Prigojine. Oui. Pourquoi ? Parce que la rébellion de Prigojine, c'est exactement, mais précisément, ce que les chefs d'État africains concernés, ici présents, redoutent le plus. Et ils l'ont vu arriver chez leur grand allié, celui qui propose de se débarrasser de l'ordre pourri de l'Occident, etc. Et ils ont vu cet homme-là menacé par leur pire cauchemar. Et si vous voulez, je pense quand même que ça a un impact. Par exemple, le président sénégalais Macky Sall. Macky Sall est très sensible à cet argument-là. Alors, bon, il y a des intérêts qui imposent à l'Afrique d'aller participer à ce sommet-là. Mais tout de même, au-delà des intérêts, il y a une réflexion stratégique. Monsieur Poutine n'est plus du tout dans le même cas qu'avant le 24 juin et la rébellion de Prigojine. Il n'est plus du tout porteur de cet élan qu'il prétendait incarner. Oui, parce que c'est une chose de flatter le sentiment anti-occidental, mais il faut rester un homme fort et c'est important pour les partenaires ou les alliés africains. Oui, effectivement, et surtout que moi je pense que dans ce cas-là, c'était important pour Vladimir Poutine, ce sommet, car c'était un peu l'indicateur ici du travail diplomatique et du travail d'information, de propagande qui a été réalisé par l'État russe depuis maintenant 18 mois, en vrai bien avant, c'était déjà le cas, car ici, en France, RT France, un média qui n'est plus le bienvenu dans le pays, par contre, ils ont fait tout pour se réimplanter dans d'autres pays africains, y compris des pays qui ont été sous forte influence française. Donc ici, c'est depuis longtemps, mais là, il l'a annoncé là aujourd'hui en disant. C'est déjà le cas depuis longtemps, oui, effectivement. Puis donc ce que Vladimir Poutine l'annonce, c'était aussi pour voir un peu le feu vert de la part des dirigeants africains pour dire que oui, RT France, va être là, et on demande un peu votre accord. Je voulais juste un peu revenir, si vous me permettez, sur les chiffres qui sont très importants. Il y a eu des délégations qui sont maintenant moins représentatives qu'il y a un an, même sur ce sommet Russie-Afrique. Et donc, ici, le nombre est important qu'il y a 25 pays qui sont maintenant moins représentés sur le forum, c'est-à-dire que maintenant, ils sont représentés par un ministre ou par quelqu'un d'autre. Avant, c'était présenté par le président. 25 pays. C'est quand même un chiffre qui est important, qui ne joue pas en faveur du président russe. Oui, et 17 présidents, d'après le comptage qu'on a fait, même si les comptages varient, parce que certains disent 21. C'est d'ailleurs presque stupéfiant qu'on ne sache pas qu'on n'ait pas une liste officielle. Mais, Ce qui est un aveu total, c'est que les Russes refusent de communiquer de façon transparente sur la présence qui représente quoi et les titres afférents. Je voudrais revenir sur RT. Je tiens une confidence d'un officiel russe. Lorsque RT s'est installé à Paris, beaucoup de gens se sont dit « mais qu'est-ce qu'espèrent les Russes ? C'est absurde que les Français deviennent pro-russes. » Il y a une partie de l'opinion publique française qui est pro-russe et qui d'ailleurs le demeure. Elle n'a pas besoin d'être alimentée. Quant à la partie qui est anti-russe, elle continuera à le rester. Et en vérité, les Russes avaient un tout autre calcul. C'était à travers la langue française à Paris un moyen de mettre un pied dans la totalité de l'Afrique. Un strapontin vers RT France, c'était rien d'autre qu'une vision, une visée, un ciblage de l'Afrique.
Oui, il y a un marchepied pour l'Afrique. Céline Lusato. Oui, on a parlé des pressions françaises ou américaines sur les chefs d'État africains, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important à souligner, c'est que ces pays africains, tout simplement, ont vu en 4 ans, depuis le sommet de 2019, que la Russie n'était pas aussi efficace que d'autres à les aider. Poutine, en 2019, avait promis un doublement des échanges commerciaux avec les pays africains représentés. Ces échanges commerciaux ont stagné. Et donc, voilà, ces pays aussi voient leur propre intérêt. Et finalement, pourquoi se mettre dans un bourbier, d'être représenté comme ça auprès d'un président qui est un peu au banc des chefs d'État des nations, quand finalement, ils n'ont pas tellement d'avantages à en retirer. Oui, la question est peut-être simpliste, Benjamin Roger, mais est-ce qu'il cherche aussi à ressusciter un petit peu le rôle de l'URSS au moment des guerres de décolonisation? On sait qu'il y a eu une importance majeure sur place. Pour l'anecdote, d'ailleurs, on a ressorti le drapeau du Mozambique, qui est le dernier drapeau qui affiche encore une Kalachnikov, puisque la Kalachnikov a été l'arme par excellence de ces guerres de décolonisation. Il y a cette dimension chez Vladimir Poutine, retrouver cet esprit-là. Que ce soit Vladimir Poutine ou très souvent Yevgeny Prigojine dans ses communications. D'ailleurs, Prigojine a fait une déclaration sur le Niger là, il y a 2 heures en évoquant le coup d'État et en disant que les forces allaient, que la France, que ce coup d'État permettait de rompre avec la puissance coloniale, l'ancienne puissance. Il a fait où cette déclaration d'ailleurs? Parce que sur Telegram, sur sa chaîne Telegram. Sur sa chaîne Telegram. Mais très clairement, les Russes, une grosse partie du discours et de moyens de séduction en Afrique et qui marche très bien auprès des opinions publiques du continent, c'est justement ce discours anticolonialiste, de dire que grâce à la Russie on va rompre enfin avec l'ancienne puissance coloniale française, avec l'impérialisme occidental, pardon, et il joue aussi sur l'histoire. C'est vrai que là on fait un peu un bond en arrière, mais historiquement l'ex-URSS a soutenu beaucoup de combats indépendantistes un peu partout à travers le continent. Des officiers maliens pendant des décennies sont allés se former à Moscou bien avant que Wagner et les Russes reviennent au Mali à travers ou grâce à la junte d'Assimi Goïta. Donc voilà, il y a tout ce passif sur lequel qu'ils essayent de ressusciter et ils surfent très habilement sur cette rhétorique anti-impérialiste et anticoloniale. Général Trinquant et Christian Macarian. Des amis africains me rappelaient, quand je leur demandais quel était le sentiment, ils me disent, tu sais, la Russie, c'est l'héritier de l'Union soviétique, c'est le défenseur des opprimés. Et en Afrique, ça passe toujours, ça. C'est le défenseur des opprimés. Il dit, sauf que, et c'était des camarades qui étaient allés justement dans les universités à Moscou, il dit, ils se souviennent pas comment on était maltraités quand on était à Moscou. Les Russes étaient extrêmement racistes. Et on était cloîtrés dans notre immeuble d'université. Et en plus, ils n'avaient pas les moyens. Donc, je ne parle pas du froid, je ne parle pas de tout ça. Mais ils disent, les gens ne se souviennent pas comment on était maltraités. Mais il y a cette atmosphère qui est défenseur des opprimés. Donc, on prend. Et je reviens au discours mondialiste d'une certaine façon, même si le président Macron et d'autres ont eu raison de le dire. Rappelez-vous, la guerre en Ukraine, c'est une guerre coloniale. Donc vous ne pouvez pas soutenir une guerre coloniale. Oui, d'accord, mais c'est la compétition contre les Occidentaux qui en permanence veulent nous imposer leur point de vue. Mais les condamnations de chefs d'État africains sont rares à l'égard de Vladimir Poutine, malgré tout, même si on a mesuré tout à l'heure quantitativement peut-être une forme de perte d'influence. Le comble, c'est quand même le président algérien qui dit « vous êtes un ami de l'humanité ». Oui, c'est quand même. Christian Macarian. Justement, je voulais intervenir sur l'Algérie. Merci pour cette transition, mon général. Et rappeler que par l'Afrique, il ne faut pas penser uniquement à l'Afrique subsaharienne. Il faut penser à l'Afrique du Nord. On a vu le président égyptien, poids lourd. Mais il faut penser aussi à l'Algérie. Je rappelle que le général Gaïd Salah, qui a succédé à Bouteflika, ce personnage totalement présenté comme assez rustre, y compris par des membres de l'intelligentsia algérienne officielle, était un élève de base, alors, d'une école d'artillerie russe. Et qu'il y a dans l'armée
algérienne, énormément de cadres qui sont issus d'une formation russe, soviétique, voire post-soviétique. Donc ça pèse énormément. Et la question des armes est également très importante dans le poids de la Russie en Afrique, et ça percée par exemple au Centrafrique, c'est que la Russie est un fournisseur d'armes basiques, d'armes de poing par exemple, on a vu tout à l'heure la Kalachnikov, pas cher et arrivant à profusion. Monsieur Prigojine s'en est très bien chargé. Donc il ne faut pas oublier le Maghreb et il ne faut pas oublier le poids de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie représente par ses effectifs, sur le papier, je ne parle pas d'efficacité, la première armée d'Afrique. Oui, alors c'est vrai que c'est une influence plus sécuritaire. Il y a peu d'échanges commerciaux avec l'Afrique. On va dire qu'ils se partagent les choses entre la Chine et la Russie. La Chine, c'est le commerce. La Russie, c'est la Kalachnikov, si je caricature. Je voulais juste... Je reviens vers vous, bien sûr, dans un instant, Benjamin. Juste une réponse de Strelkov, qui connaît bien la stratégie russe là-bas. C'est important qu'il n'a pas uniquement tout ce dont vous avez parlé, la sécurité et les armes, même si c'est pas pour rien que les Russes ont répatrié Victor Bout de la prison des États-Unis. Le marchand d'armes. Un marchand d'armes, oui, donc qui a ses connaissances, qui a ses réseaux, y compris en Afrique, donc ça c'est important, mais c'est aussi l'influence politique qui est extrêmement importante. Par cette influence politique, je parle de l'expérience russe dans tout ce domaine de politique, car la Russie n'a pas envoyé uniquement des militaires de Wagner, mais il a aussi envoyé des conseillers politiques en Afrique, notamment à Madagascar, par exemple. J'ai parlé avec un de mes sources qui était traducteur pour l'un des conseillers politiques russes à Madagascar. Je pense que c'était en 2018, mais je peux me tromper. Donc effectivement, cette présence des conseillers politiques russes en Afrique, il est assez important, même si c'est une présence dont on parle très peu, car effectivement, il faut avoir des sources. Benjamin Roger, pardon. Non, je voulais juste rebondir, dire qu'effectivement, sur les chiffres, Céline l'a abordé tout à l'heure en parlant du sommet de Sochi. Au sommet de Sochi en 2019, Vladimir Poutine avait promis de doubler le nombre de volumes d'échanges commerciaux avec l'Afrique. Ils ont, en vérité, aujourd'hui, ils ont baissé de 30%. En revanche, en parallèle, la Russie a dépassé la Chine au rang de premier exportateur d'armes en Afrique subsaharienne. Je ne sais pas si on met le Maghreb dedans, si les chiffres sont différents. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, la Russie est le premier fournisseur d'armes. Voilà, donc les armes d'un côté, puis les routes de la soie de l'autre, avec une Chine qui est très présente en Afrique. C'est une banalité maintenant de le dire. Oui, la Chine est très, très présente. Voilà, au-delà de ça, à tout niveau de commerce, etc. On le dit, on le redit. Pékin a trouvé une nouvelle sphère d'influence. Oui.